prof tout seul. Ouais, c'est tu as raison. Donner l'exemple aux jeunes. Tu es un habitué de la ville, lui aussi. Je suis niçois. Marseillais. N'exagérons pas. Ah bah je suis marseillais donc. Moi je suis un sale gosse. Bonjour à tous, écoutez, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour interviewer, accueillir à Nice, avec ma collègue Françoise Monnier, notre ami Franz-Olivier Gisbert, qui est aussi très impliqué dans le Festival du Livre de Nice et qui aujourd'hui va répondre aux questions pertinentes, sans aucun doute, de Bernard Deloupy, écrivain lui-même. C'est pas la peine de le présenter, mais ça va. Non mais par contre, ce qu'on peut présenter, c'est la délégation des seniors, puisqu'aujourd'hui c'est vrai dans un contexte qui est un peu particulier, et merci d'avoir accepté de jouer le jeu et de le faire sous cette forme, j'allais dire, filmée, mais qui va permettre de toucher les 100 000 seniors de la ville. Vous voulez dire qu'on est tous les deux des seniors Non. Ce qui est vrai d'ailleurs. Ah non, mais j'aime beaucoup ce mot. Voilà. Ce sont les aînés dont on a besoin, bien entendu. Voilà, mais je suis heureux d'en faire partie. Donc, voilà. Et donc on a un beau message aussi à faire passer à nos 100 000 seniors, oui, bien sûr. Et qui, je pense, seront très contents de réfléchir sur le dernier été. Ouais. Mais comme à Nice, on aime l'été, on se dit qu'il va y en avoir encore plein d'autres. À Nice, c'est tout le temps l'été. Mais c'est un roman, donc c'est pas vrai. Donc voilà, en tout cas, plein de plaisir à partager. Merci. Comme l'ont dit Jean-Luc Gague et Françoise Monnier à l'instant, ce cycle de conférences a été un petit peu avorté à cause de la crise sanitaire. Et justement, nous avons le plaisir de trouver cette alternative aujourd'hui qui est portée par l'association Itinéraire. Cette association qui a comme objectif de mettre en valeur en fait la richesse culturelle à la fois scientifique et artistique des Niçois qui ont une dimension nationale, voire internationale en fait, hein, et dont le président est l'éditeur niçois Frédéric Ovadia. Donc c'est une grande première, François-Olivier, voilà, nous démarrons cette sorte de web télévision. Vous avez essuyé les plâtres. Avec, voilà, vous essuyez les plâtres aujourd'hui, nous en sommes désolés, mais nous savons que vous êtes un bretteur hors pair et un funambule des médias, et que vous allez réussir sans problème à dénouer la très haut, je suis très angoissé déjà. Donc en fait, nous sommes honnêtement très flattés et très heureux de démarrer ce cycle avec le directeur artistique du Festival du Livre de Nice, parce que on sait que c'est réellement vous, depuis 12 ans, qui avez porté le Festival du Livre à un niveau, lui avez donné une dimension nationale qui manquait peut-être un peu à l'époque, et grâce à tous vos réseaux nationaux, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, donc c'est à tout seigneur, tout honneur, c'est normal, on commence aujourd'hui avec vous, et c'est très bien. Alors Franz-Olivier Gisbert, qui est ce garçon? Cet acronyme de FOG, qu'est-ce qui se cache derrière lui? D'abord, il commence déjà dans le paysage médiatique et littéraire de façon assez particulière. C'est un franco-américain qui est né d'ailleurs à Wilmington, dans le Delaware, la patrie de Joe Biden. Voilà, absolument, c'est pour ça que je le connais, parce qu'à une époque aux États-Unis, quand il venait en France, il cherchait toujours un journaliste invité, c'est toujours moi le connard qui était né à Wilmington, donc on parlait de Wilmington, en général avec toujours la même conversation, parce qu'il avait oublié qu'on avait eu la même quelques années auparavant, donc je connais assez bien. Voilà. Très bien, on en profitera peut-être, si vous voulez bien, à la fin pour revenir en parler, parce que vous avez certainement une vision intéressante. Donc, alors vous êtes vraiment le journaliste et écrivain multifacette, multipasse, comme dirait Luc Besson. On vous voit, vous avez commencé en tant que journaliste, directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Mais surtout, j'ai commencé comme localier à Paris-Normandie, chroniqueur à la page littéraire, j'ai fait des interviews de tous les grands écrivains de l'époque, Louis Aragon, Raymond Roy. Encore petit jeune, j'ai commencé des articles 18 ans, 19 ans, et à 19 ans pratiquement, quand je faisais pas les papiers de la page littéraire, ou même parfois d'ailleurs des grands reportages aux États-Unis, je faisais les chiens écrasés, etc. Et d'ailleurs, j'étais très heureux de les faire. J'ai beaucoup aimé cette période, disons entre 20, 23 ou 19, où je faisais des remplacements dans
dans les locales, vous savez, avec ma petite voiture, qui était une 2 chevaux. Je faisais c'est ce qu'on a oublié, le brownie flash. C'était un appareil photo vraiment très antique, avec en forme de carré, comme ça, on appuyait, clic, clac, Kodak, vous savez, et vous aviez le flash, et vous aviez les photos qui passaient, enfin, parfois en énorme d'ailleurs, mais c'était le bal des pompiers, des choses comme ça, vous voyez, ou des faits divers qui n'étaient pas toujours ragoûtants, mais voilà, c'est que j'ai commencé vraiment comme ça. Et j'ai appris le journalisme sur le tas, comme le cahier. Je suis un provincial, de toute façon, j'ai été élevé. Je suis né aux États-Unis, où j'ai vécu mes premières années. Après, j'ai été élevé en Normandie. Et puis, un jour, mes parents ont acheté un truc en Provence, que j'ai toujours, qui était qu'elle devenait la maison de famille. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai fait ma vie professionnelle à Paris, parce que c'est là, en général, qu'on l'a fait, parce que, hélas, la France est un pays très centralisé. Et tout est à Paris, tous les médias, ce qui est la grande différence avec des pays comme l'Allemagne ou comme l'Italie, où il y a des journaux nationaux dans chaque grande ville. Nous, ils sont tous, comme j'étais journaliste, c'est vrai que voilà, c'était difficile de travailler. Et je regrette souvent ça parce que fondamentalement, je suis un provincial. Et je vois ça quand je suis ici à Nice. Enfin, je suis marseillais, je vis à Marseille, mais je suis quand même un peu niçois. Et quand je suis à Nice, à chaque fois, je vous dis, quelle chance vous avez d'être là, d'habiter là, c'est incroyable, c'est beau. C'est beau, les rues sont belles, tout est beau, c'est merveilleux. Voilà, donc il a eu sa période glauque à Paris, pauvre garçon, le Nouvel Observateur. Oui, moi, vous avez raison, vous ne savez pas ce que c'est comme ça. Directeur ensuite de la rédaction du Figaro, directeur du Point. Oui, enfin directeur, même patron parfois, parce que je donne mes activités, j'étais à la fois parfois directeur de la rédaction. J'ai pu être PDG, au Figaro j'étais ce qu'on appelle directeur, c'est le monde du directoire là tout en haut. Donc j'ai eu des fonctions très différentes dans les journaux où j'étais, et j'ai souvent, hélas, dépassé la dimension journalistique, et ce qui me pesait toujours d'ailleurs. Mais à un moment donné, on me donnait des fonctions, disons, qui permettaient d'agrandir un peu mon périmètre, et en fait je me rends compte que tout ce que j'aimais à chaque fois d'ailleurs, et souvent j'ai d'ailleurs réussi à obtenir de mes patrons, des big boss, pas qui me rétrogradent, mais qui me laissent juste sur la rédaction, parce que c'est vrai que c'est pour ça que j'étais fait, quoi. Mais en fait, je suis romancier. C'est-à-dire, au départ, j'ai voulu être écrivain et je suis devenu journaliste par hasard. Mais au départ, je voulais être écrivain, à 9 ans, je décide d'être écrivain. D'accord, bon, pour un romancier, j'aimerais être romancier comme vous, parce que vous avez été animateur de plein d'émissions culturelles. Oui, mais je ne suis pas allé chercher, là, pareil, c'est par exemple tous ces trucs à la télé, c'est pas moi. Je n'ai pas levé le doigt en me disant, je n'ai pas été voir quelqu'un en me disant, je voudrais faire la télé. C'est un jour, Jean Vernalier, qui présentait une émission sur Paris Première, qui meurt. Le PDG de Paris Première, qui s'appelait Cyril Dupelou, m'invite à petit déjeuner 2-3 jours après, et proposition, est-ce que vous pourriez le remplacer? Bon, j'étais pas préparé à ça, etc. J'étais jeté dans le bas, et j'ai préparé cette émission, j'ai pas 15 jours après l'émission continuait, c'était une émission littéraire qui marchait bien d'ailleurs sur cette chaîne, qui commençait, qui était une petite chaîne, mais qui partait bien, qui partait fort. Et j'ai passé là 2 années, merveilleuses, jusqu'à ce que le grand patron de France Télévisions à l'époque, qui s'appelait Marc Tessier, qui venait de Canal, m'appelle un jour, me dit, je ne connaissais pas, il m'appelle un jour en me disant, est-ce que ça ne vous intéresse pas de venir sur France Télévisions? J'ai dit, je n'ai pas fait la mi-journée, j'ai dit, vous savez, je suis très heureux à Paris Première, on se voit, on s'est vu, on n'a pas fait affaire, mais l'année suivante, il m'a dit, est-ce que ça vous intéresserait de venir sur France Télévisions? Et j'y suis allé. Mais vous voyez, j'ai pas de... Puis un jour, j'étais viré, et en 2015, j'ai même pas eu l'idée de téléphoner aux uns et aux autres, de frapper aux portes, de dire voilà, est-ce que vous pourriez, etc. Moi, j'étais passé à autre chose. Je suis pas du tout... j'ai toujours... Quand je faisais de la télé, j'adorais en faire. Parce qu'on crée des gens, on touche des gens, on aide des gens. J'adorais ça. Mais quand j'étais à la télé, je me définissais toujours comme un agent de l'écrit infiltré dans l'audiovisuel. C'est-à-dire que j'étais dans ce monde-là, je ne vais pas dire le contraire. Je ne suis pas resté si longtemps que ça, parce que j'ai commencé en 1997 et j'ai été viré en 2015. Faites le calcul, c'est pas très long, c'est 18 ans. Mais c'est des années d'ailleurs que je regrette pas du tout, parce que j'ai adoré la télé. Mais quand j'ai été viré, je n'ai pas, j'en ai pas souffert. Ça peut paraître bizarre de parler comme ça, mais j'aime beaucoup la télé, mais voilà, je pensais, je peux faire autre chose. C'est un peu ma façon de vivre, hein. Je suis toujours comme ça, je suis positif toujours. Alors vous avez fait de la radio?
les grosses têtes. Alors, la radio, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que la radio, j'aime beaucoup la radio. J'ai essayé plusieurs fois, on m'a reproposé régulièrement, j'ai fini par refuser. Le matin, toujours, le matin, c'est là qu'il y a les grosses écoutes, et c'est très dur. Et la radio, en fait, ça vous complique votre vie, c'est comme, en général, ils volent un truc quotidien, vous ne pouvez plus écrire, en fait. C'est une espèce de fatigue comme ça qui vous prend. Je n'ai jamais compris pourquoi, parce que je me réveille très tôt, je dors très peu, mais je sais que la radio me fatiguait énormément, parce qu'il y a beaucoup de stress, parce que vous êtes... le silence est quelque chose d'atroce en radio. Il y a toujours du stress, parce que vous êtes toujours un peu à la limite de... Je me souviens d'un grand homme politique, très important, qui me récemment, si vous voyez ce que je veux dire, j'avais un rendez-vous téléphonique avec lui pour une émission quand je travaillais à Europe 1. C'était le créneau qu'avait Jean-Pierre Elkabbach, que j'avais repris. À l'époque, il présidait France Télé, d'ailleurs. Et j'ai un rendez-vous téléphonique avec Valéry Giscard d'Estaing à 8h pour 8h moins le quart, mais je vérifie à 7h30 qu'il est joignable. Je lui dis, j'ai quelqu'un qui me dit oui, vous l'aurez, etc. Et j'appelle à 8h moins le quart, il n'y a personne. Dans ces cas-là, si vous voulez, vous prenez votre espérance de vie diminue 10 ans, une espèce de panique comme ça, en vous transpirez de partout. Et puis bon, finalement, il a rappelé, mais l'émission était terminée, on a mis de la musique, j'ai meublé un peu, peut-être que je l'ai eu un peu sur la fin, mais il s'est passé quand même 3 minutes, ou peut-être 4, où il y avait de la musique, c'est les plus... comment dire, les secondes les plus horribles de ma vie, où je pouvais raconter plein d'histoires comme ça. Donc il y a ça, il y a beaucoup de stress. En télé, il n'y a pas de stress. C'est-à-dire que quelqu'un se casse la gueule sur le plateau derrière, vous continuez, vous faites une blague. Vous avez un problème, vous faites un geste des mains. Vous avez votre corps, et votre corps vous permet de suppléer tous les petits manquements qu'il peut y avoir partout par là. Et c'est pas gênant, c'est-à-dire vous continuez à avancer. Moi, ça m'est arrivé souvent, j'ai quand même fait beaucoup de télé à une époque, puis j'enchaînais souvent dans des conditions pas possibles, quand vous faites 3 émissions de suite, vous voyez... 1h30 plus 1h30, ça fait 4h30 de télé, c'est un peu fatigant, vous avez tendance à s'abonner à la fin, vous confondez un peu les noms, tout ça, vous essayez de vous concentrer. Mais la télé, quand il y a une grosse catastrophe, vous arrivez toujours à jouer avec les mains, avec votre corps. C'est pour ça, d'ailleurs, j'aime beaucoup la télé. Et la télé, j'ai zéro trac. Sauf quand, dans une mission, brusquement, il est, je sais pas quoi, à minuit ou 11h, vous êtes là, brusquement, vous avez le trac, ça peut arriver, ça m'est arrivé. Mais en même temps, ça m'est arrivé d'ailleurs récemment. Mais en même temps, si vous présentez l'émission qui a une grosse catastrophe, vous arrivez toujours à passer. La radio, c'est impossible. Vous avez un blanc, mais de la musique, c'est une catastrophe, c'est la honte. Et puis l'audience, on voit ça le lendemain, c'est complètement effondré sur votre créneau, parce que les gens, le matin, ils n'allument pas la radio pour écouter de la musique. D'accord, bon alors justement on va vous éviter d'avoir honte à nouveau et on va changer de casquette. L'auteur maintenant, alors l'auteur là c'est assez intéressant parce que vous êtes un serial auteur, je dirais vous êtes quasiment à 32 bouquins ou plus. Ah, je sais pas. J'en ai 3, ça va vite faire 35 et comme je vais en faire encore la prochaine, on va sur les 40 assez vite. Oui, bien sûr, bien sûr. Je me demande, alors Grant, donc vous êtes récipiendaire du Grand Prix du roman de l'Académie française. Donc, oui, ça c'est très bien. Oui, ça classe, ça marque, ça claque sévère comme on dit. Inclinez-vous un peu, s'il vous plaît. Le prix Interallié, membre du jury du prix Renaudot. Bon, donc voilà, Fogg ne laisse pas indifférent. Fogg, c'est l'homme des controverses. Alors c'est pour ça qu'on vous aime bien, parce que justement, vous êtes, paraît-il, le hashtag qui est le plus sujet à controverse sur les sujets discutés sur Twitter. Ah bon, ça vous rend sympathique. C'était une époque, ça, non? C'est fini, non? Je sais pas, c'est vous savez comment ça. Le Fogg. Oui, mais c'est possible, ça, c'est que... Oui, je mâche pas mes mots, je m'en fous des réactions. Enfin, oui, je pense que j'ai un peu une force par rapport à ça, c'est-à-dire comme j'ai pas de... Ça c'est ma chance, c'est peut-être mon enfance, une particulière estime de moi. Je n'ai pas une vanité considérable comme beaucoup de mes confrères journalistes, pas tous, mais quand même certains qui ne passent plus à travers les portes. C'est vrai que j'ai pas peur des controverses, et puis quand on m'attaque, ça me fait ni chaud ni froid. D'ailleurs, ça sidère toujours mon entourage, qui parfois a des sueurs froides pour moi, et qui voit que je m'en fous complètement, que c'est pas grave, quoi. Donc, moi je dis ce que je pense, j'ai toujours fait ça. Je le fais un peu plus maintenant que je ne dirige plus de journaux, parce que c'est plus facile. D'ailleurs, au point, quand j'étais patron, j'écrivais pas tout à fait comme j'écris aujourd'hui, parce que quand les patrons, on porte le journal, enfin on a charge d'âme, comme je dis. Donc on n'a pas tout à fait le même discours, même si je disais les mêmes choses, mais de manière feutrée.
Là, il y a un patron qui est Étienne Gernel, qui m'a succédé. C'est clairement le patron, c'est le boss. J'ai aucun problème d'ailleurs pour reconnaître, à dire que c'est le boss, que c'est mon boss. Et parce que voilà, là on tourne, c'est normal, et c'est la vie, et c'est très bien, et c'est la force du point d'ailleurs de toujours se renouveler et d'assurer ses successions, contrairement à d'autres journaux qui sont vraiment cassés la gueule après un chef du Teller qui a écrasé tout le monde sous lui, et quand il meurt, il n'y a plus personne et tout s'effondre. Ça, le point, c'est toujours été une autre, c'est la philosophie, c'est-à-dire on prépare les générations futures, il y a une succession, comment dire, assumée, tout ça avec l'accord du propriétaire, enfin, tout ça se fait, naturellement. Et c'est vrai que, quand on signe un édito comme patron ou comme éditorialiste, c'est pas la même chose. Quand on signe comme patron, moi je sais que j'avais... c'est peut-être une erreur, mais je me mettais quand même des fils à la patte. Je vois pas ça. Par exemple, j'ai fait des papiers quand j'étais éditorialiste sur la condition animale. Je pense qui choquait d'ailleurs beaucoup de gens, y compris au point, parce que bon, il y a des carnivores partout, c'est normal, c'est le débat. Et j'ai fait des papiers extrêmement violents que je n'aurais jamais écrit comme patron, parce que j'estimais que c'était une cause personnelle et que je ne dois pas prendre en otage le journal que je dirige sur des causes qui sont personnelles. Vous voyez. Alors, j'ai pas changé de ligne, mais attention, hein. Et tout ce que je disais, je le dis. Je le disais déjà. Mais j'avais une façon de le dire qui était différente. Là, c'est vrai que c'est peut-être plus provoquant. Mais c'est normal, le patron du journal, il n'est pas forcément... Le journal provoque, c'est pas forcément lui provoquer. Tout à fait. C'est au journal de On provoquer. va vous permettre de pacifier maintenant en revenant à... Oui, enfin, c'est pas évident, surtout pas le auteur. dernier été, mais bon, et souvent mes livres sont assez polémiques, je reconnais, mais enfin j'écris des romans aussi qui ne sont pas du tout, mais ça m'arrive aussi de faire des livres sur le dernier été très polémiques.